Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3 Normandie pour ce débat citoyen de l'entre-deux-tours de ces élections législatives sur le thème de la réconciliation. Et quoi de mieux qu'une place, la place Saint-Sauveur, celui où on se rassemble, où l'on débat à la terrasse des cafés, où l'on refait le monde pour parler de ce thème. Depuis des années, la défiance ne cesse de gagner du terrain. Nous semblons de plus en plus nombreux à rejeter l'autorité. Les inégalités s'aggravent, les services publics reculent et la violence avec laquelle s'exprime la colère est d'autant plus frappante qu'elle gagne toutes les sphères, familiales, amicales, professionnelles et bien sûr publiques. Plus personne ne semble s'écouter. Les réseaux sociaux servent de grand défouloir et les Français boudent les urnes. Pendant une heure, nous allons essayer de comprendre pourquoi les citoyens ont tant de mal à se parler au-delà de leurs différences et nous avons demandé à 9 citoyens de réfléchir avec nous à ces questions. Bonjour Elise Otters. Vous êtes co-gérante de CPM Industrie, c'est une entreprise de 35 personnes située à Saint-Romain-de-Colbos, près du Havre. Vous concevez et réalisez des prototypes et des petites séries d'outillage mécanique pour l'industrie. À vos côtés, Emmanuel Maupu, bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Honfleur, installé depuis 10 ans. Vous êtes délégué régional adjoint pour la Normandie pour le syndicat MG France, qui est le syndicat majoritaire chez les généralistes, et président de MG France Calvados. Philippe Guérard est à vos côtés, bonjour. Vous êtes retraité et président de l'association Advocacy France, qui est une association d'usagers de la santé mentale. Vous avez également été conseiller municipal pendant 20 ans à Saint-Germain-la-Blanchère, près de Caen. Bonjour Maxime Le Toupin, vous êtes étudiant, vous avez été pendant un an président de la fédération Campus Basse-Normandie, la plus importante association étudiante de la fac de Caen. À vos côtés, une autre étudiante, Anne Jamard, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante à Sciences Po Rennes, l'antenne de Caen, vous étudiez les transitions environnementales et sociétales et vous avez créé l'antenne caennaise de l'association Oxfam France. Également avec nous, Solange Dagonneau, vous êtes une ancienne agricultrice du Perche, vous êtes arrivée à Caen il y a une quarantaine d'années et vous êtes l'une des 300 bénéficiaires des petits frères des pauvres. Le directeur régional Raymond Panhard est avec nous également sur ce plateau. Bonjour Yveline Rappeau, vous êtes la directrice de la plateforme de Pôle Cirque en Normandie avec la Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf. Et enfin Philippe Janial, bonjour, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Caen et vous êtes l'auteur de Nos généreuses réciprocités qui vient de paraître chez Actes Sud. Merci à tous d'être là et merci à ceux également qui participeront à l'émission grâce au micro que vous leur tendrez, Florent Turpin. Bonjour Émilie, effectivement, pendant toute cette émission, on va déambuler sur cette place Saint-Sauveur et autour de ces terrasses ensoleillées pour vous poser des questions, pour entendre vos ressentiments, vos coups de gueule, pourquoi pas, sur des questions économiques, sociales et politiques. On va laisser le micro ouvert aux Caennais qui pourront venir également nous voir dès qu'ils le voudront tout au long de cette émission. À tout à l'heure Florent. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Notre société semble de plus en plus fracturée. Ce terme ne date pas d'hier, il est apparu sur la scène politique et médiatique dans les années 90. C'était notamment le slogan de Jacques Chirac pour l'élection présidentielle, la France fracturée. 27 ans après, où en est-on? Je me tourne vers vous Philippe Janial, vous qui observez, étudiez notre société. Le fossé entre ces deux France, l'une qui semble socialement intégrée et l'autre qui serait composée d'exclus et qui nourrit du ressentiment, s'est-il creusé? La notion de fracture sociale, elle a son histoire. C'est la fin des années 90, vous l'avez dit. Donc elle concernait avant tout la découverte, et le dire comme ça, c'est presque ironique, de la question de l'exclusion, les inclus, les exclus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours raisonner en termes de fracture sociale? J'en suis pas certain. Je pense qu'il y a une fragmentation beaucoup plus générale qui traverse davantage de catégories sociales. Et à ce titre-là, ce terme de fragmentation est intéressant parce qu'il peut nous faire penser à l'ouvrage de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Cette idée d'une sorte d'implosion de la société en une multiplicité de parcelles, de parcellisation, et qui entrerait soit dans des relations d'indifférence, soit dans des relations conflictuelles. Comme si cette longue chaîne qui nous unissait s'était brisée, que chaque anneau était à part. Chacun pouvait se rentrer dans sa petite société à grande distance de la grande société. Et ce qui est intéressant à noter peut-être, après les diagnostics trop chagrins, il faut peut-être aussi les éviter, on aura des aspects plus positifs, je sais, un peu après, c'est de souligner ce fait-là, c'est-à-dire que dans cette logique, on pourrait dire aussi d'archipélisation, on assiste effectivement à cette
mise à distance, à cette difficulté conflictualisation. de nouer des accords, en fait, de faire société, en fait, plus que la fracture. Oui, une difficulté effectivement à faire société de ce point de vue-là. Après, il faut s'interroger aussi sur ses causes. Ça permet de mieux comprendre pourquoi, au lieu de penser simplement une fracture unique, on a vu avec les Gilets jaunes, c'est pas simplement des travailleurs salariés et par ailleurs des élites ou simplement des milieux précaires et puis les milieux des banlieues. C'est tout ça à la fois en quelque sorte. Hein. Et ces fractures, on les retrouve à d'autres niveaux, pas simplement en termes de catégorie sociale, on les retrouve en termes de génération, on peut les retrouver également en termes religieux, on peut les retrouver peut-être dans les relations entre les hommes et les femmes. Donc il y a un contexte global effectivement qui nous invite à questionner en quelque sorte les conditions d'un monde commun. Mais n'oublions pas autre chose importante que derrière cette idée de fragmentation, de fracture, il y a l'idée de division, il y a l'idée de conflit. N'oublions pas que la France a cette singularité-là de se vouloir comme le pays révolutionnaire par excellence, celui de la Révolution française, de ses répliques, 1830, etc. Celui des grands conflits au début du XXe siècle entre les catholiques et les non-croyants, puis celui entre les collaborateurs et les résistants, et puis celui entre les colonisateurs et les colonisés. On est dans un pays, effectivement, dans lequel les fractures, les conflits jouent un rôle important. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment vous, dans votre quotidien, vous mesurez cette fracture. Je me tourne d'abord vers vous, Emmanuel Maupu, puisque vous êtes médecin généraliste à Honfleur. Vous, la médecine en Normandie, c'est vraiment un élément de fracture, ça divise les gens. Quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous voyez dans votre cabinet? Alors nous, on est plus des témoins de ce qui se passe, plus que de la réflexion sur le long terme. C'est vrai qu'on constate une augmentation de l'agressivité dans nos cabinets, de demande de soins, de non-compréhension, parce qu'on est dans un monde médical en souffrance, on a une perte du nombre de médecins. On a du mal à répondre à la demande de soins des patients et on sent que cette agressivité monte tous les jours dans nos cabinets. En plus, dans une profession qui est pas bien en ce moment, le monde de la santé, on voit que l'hôpital est en crise, la médecine de ville aussi est pas loin de la crise et il y a des solutions à apporter, on a des propositions à faire, mais c'est vrai qu'au jour le jour, on ressent c'est une patientèle qui est de plus en plus... Parce qu'elle a du mal à trouver des médecins, parce qu'il manque énormément de médecins, que ça ne va pas être réglé du jour au lendemain, qu'il faudra au moins 10 ans pour s'en sortir de cette crise. Oui, effectivement. Les 10 prochaines années s'annoncent très difficiles pour notre monde de la santé. Et les gens ont du mal à le comprendre, ce que je peux comprendre. Parce que ne plus avoir accès à un médecin, c'est une sorte d'insécurité pour ces personnes-là. Alors justement, on me dit que Florent est avec des étudiants en médecine. Vos futurs collaborateurs, Emmanuel Maupu. Florent, c'est bien ça? Exactement. 6 étudiants en internat de médecine qui ont vécu de plein fouet cette crise du Covid, et notamment Thibaut. Bonjour Thibaut. Oui, pour vous aussi, ces 6 derniers mois ont été compliqués à gérer. Vous les avez ressentis, ces tensions? En effet, on a passé aux urgences de septembre à avril à peu près. Et la crise de janvier a vraiment été compliquée pour tout le personnel, avec des tensions hospitalières et un surmenage, une surcharge mentale et puis des conflits entre les professionnels. Et oui, une difficulté pour l'hôpital. Ouais. Ouais, Juliette, vous êtes également en internat de médecine, vous étiez aux urgences il y a encore quelques temps, c'était compliqué à gérer. Est-ce que vous l'avez senti, ces tensions même entre patients, entre vax et anti-vax? Est-ce que c'était une période compliquée? Ouais, ce qui était très compliqué, c'était surtout la gestion de l'hôpital qui était mise en tension due au Covid. Après, il y a aussi l'épidémie de grippe. Donc on a vu cette ambiance tendue dans l'hôpital. Merci à tous et bon courage pour la fin de vos études. Voilà, Émilie, une première réaction de ces étudiants en médecine ici, place Saint-Sauveur. Oui, bon courage à eux, parce qu'effectivement, ceux qui vont arriver, futurs collaborateurs dans quelques années, ce sera encore très difficile, puisqu'on a une crise démographique très importante. On a une crise démographique importante chez les médecins et dans le monde de la santé. Je pense qu'il n'y a pas que les médecins aussi dans le monde de la santé. Les infirmiers, tous les personnels paramédicaux et médicaux. Il y a eu beaucoup de départs avec cette crise du Covid. Et je voulais aussi ajouter, dans notre cabinet, on sent beaucoup de souffrance chez les jeunes qui ont été ça a été des années très difficiles, ces 2 années d'isolement, et chez les personnes âgées. On aura l'occasion d'en parler avec nos étudiants qui sont sur le plateau. Philippe Guérard, il y a un pan de la médecine qui est souvent considéré comme le parent pauvre, c'est celui de la santé mentale. Complètement. Mais ça date depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau.
Ouais, c'est pas nouveau. Ça a vraiment un problème de santé publique en général. Aujourd'hui, on peut être fier. La seule chose, c'est pas du tout quelque chose d'agressif. C'est que quand même, en France, on est le premier pays consommateur de psychotropes et de neuroleptiques. Ça pose quand même des questions sur le bien-être de la population. Élise Auters, vous dites que l'entreprise est le reflet de la société. Comment vous mesurez cette fracture au sein de votre entreprise, avec vos salariés? Alors moi, je la mesure dans les relations que j'ai tous les jours avec mes collaborateurs, parce que dans une PME, on est proche, on connaît tout de la vie de nos salariés, je connais leur date de naissance, je sais ce qui se passe dans leur vie. Et donc ça peut créer des situations d'échange assez intimes. Et là, je l'ai particulièrement vu avec les élections. Je le vois d'ailleurs à chaque période électorale où je peux avoir des confidences, où je peux sentir des sensibilités. Et je vois que j'ai beaucoup de collaborateurs qui ont tendance à aller chercher des réponses à leurs questions dans les extrêmes, là où je connais toute l'intégrité qu'ils ont en eux. Et c'est ce qui me fait très très peur, parce que moi je sais ce que ces gens valent, je travaille avec eux au quotidien, et de les voir perdus au point d'aller chercher des réponses dans les extrêmes me fait me dire qu'on a quand même un gros problème dans notre société politique. On va revenir sur les résultats de ce premier tour, notamment des élections législatives. Je me tourne vers nos deux étudiants, Maxime Le Toupin et Anne Jamar. Vous, cette fracture, vous la voyez à la fac. Je pense à vous, notamment Maxime Le Toupin, puisque vous avez dirigé l'Agorae, qui est l'épicerie sociale et solidaire, auquel de nombreux étudiants ont eu recours pendant la crise sanitaire. Oui, donc tout à fait. Voilà, c'est des problématiques qu'on voit de façon assez récurrente. Tous ces problématiques qui ne sont pas nouvelles et qui sont en place en fait depuis déjà des décennies dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais qui ont été, si je puis dire, mises en valeur ou mises en lumière du moins par cette pandémie, problématique qu'on essaye de mettre en avant pour justement faire entendre qu'en effet dans la jeunesse tout n'est pas rose et qu'il y a des problèmes sur lesquels il faudrait se pencher pour pouvoir tenter de les résoudre, pour essayer justement, comme vous parliez tout à l'heure de fracture, essayer de renouer ce dialogue entre la jeunesse et les acteurs et actrices locaux qui sont en fait décisionnaires tout simplement, et qui seront amenés à prendre les positions qui permettront de tenter d'apporter des réponses. On va apporter des réponses, en tout cas à tous, on va essayer d'apporter des réponses pour retrouver un peu ce sens commun. Anne Jamar, vous aussi, ce constat, alors vous venez d'un territoire rural au départ, vous avez d'abord mesuré la fracture ville-campagne. Exactement, alors moi j'ai grandi dans la campagne saint-loise, puis je suis arrivée à Caen, puis maintenant Paris, donc j'ai fait vraiment des territoires différents. Et effectivement, les discours qu'on peut entendre peuvent être différents. Alors, je ne veux pas faire un clivage schématique, mais effectivement, entre la ruralité va peut-être aller vers les extrêmes. En ville, on le voit moins, on le voit avec les législatives. Et ça, c'est quelque chose que les pouvoirs politiques doivent aborder, parce que c'est ça, et on sent, et on vous en avait parlé, on sent que le monde rural se sent isolé, perdu, oublié, et c'est un problème pour la France. Le monde rural, je me tourne vers vous, Solange Dagono. Est-ce que je peux dire votre âge, Solange Dagono? Oui. Oui, 89 ans, donc agricultrice pendant de nombreuses années dans le Perche. Oh, oui. Quand vous étiez agricultrice, vous vous sentiez isolée? Est-ce que vous avez quand vous étiez agricultrice, vous vous sentiez isolée? Vous avez l'impression que la fracture avec la ruralité est plus importante aujourd'hui? Oui, il y a plus de problèmes maintenant que j'ai connus il y a 60 ans. Et en tant que personne âgée, l'isolement, vous le sentez de plus en plus? Bon, vous voulez me dire, il y a les petits frères des pauvres, mais oui, c'est quelque chose dont vous avez souffert. Oui, ils m'ont ouvert la porte. Hein. Oui. Mais autrement, au début, je venais de la campagne aussi. Quand je suis arrivée à Caen, bien, j'ai chanté tout de suite. On disait bonjour, mais on ne vous entendait pas. Hein. On ne vous entendait pas, effectivement. C'est ce qu'on dit depuis le début d'émission. On n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à s'entendre. Raymond Penard, Raymond Penard, 300 bénéficiaires des petits frères des pauvres. L'isolement gagne du terrain. Oui, 300 bénéficiaires en Normandie. Pour rebondir un peu sur ce que Solange vient de dire, c'est qu'effectivement, je parlerai moi, au-delà de la fracture, des oubliés en fin de compte, des personnes qui sont tellement isolées qu'aujourd'hui, on n'entend même plus leur voix, que les politiques ne cherchent même pas à entrer en relation avec eux. On estime en France à environ 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui sont tout de même séparées des cercles de leur famille et de leurs amis.
Donc il est important que les politiques publiques, les politiques prennent en compte cette frange de la population qui a des choses à dire. Vous voyez, Solange a vécu, elle a une expérience, elle peut partager avec des jeunes et pour autant elle n'est pas écoutée. En tout cas, certains ne sont pas suffisamment écoutés à notre sens par les politiques. Bon, en tout cas, on lui donne la parole ce soir. Tout à fait, je vous remercie. Yvine Rappeau, alors s'il y a bien un art qui rassemble et qui mixe les différentes formes d'art, c'est bien le cirque. Oui, il a cette, je ne sais pas si c'est une vertu, mais en tout cas cette capacité effectivement de fédérer, ça c'est vrai. Lorsqu'il a surgi, ce cirque contemporain, il y a une trentaine d'années maintenant, il est apparu un peu à la croisée de ce dont on rêve toujours quand on est un acteur de la culture, c'est-à-dire effectivement rapprocher des publics qui habituellement se fréquentent pas et en l'occurrence rapprocher des champs de la création artistique. On dit d'un côté les arts savants, de l'autre les arts populaires, et le cirque faisait partie de cette nouvelle dynamique qui revisitait les arts populaires, qui les rendait savants, d'ailleurs, avec une ambition, sans perdre le lien avec le public. Et avec Spring, le plus grand festival de cirque en France, n'ayons pas peur des mots, vous allez énormément dans les territoires ruraux. Ah, complètement. Ce qu'on espère être, c'est au-delà du grand festival qui est devenu Spring, c'est d'être bon élève tout simplement, un bon élève de la décentralisation culturelle. Voilà, donc pour être aussi bien là avec des spectacles dans les grands équipements culturels, le théâtre de Caen, le CDN de Caen, et puis c'est vrai de tous les grands équipements de Normandie, mais aussi les petites communes. Alors voilà pour le constat que vous faites tous un peu dans votre quotidien, ça se vérifie dans les urnes par donc une défiance croissante. On va regarder les chiffres de l'abstention. Dimanche dernier, au soir du premier tour de ces élections législatives, les Normands ont un peu mieux voté qu'au niveau national, mais 50,3%, c'est quand même pas beaucoup. C'est un Normand sur deux qui est allé voter. 53% au niveau national d'abstention. Cela ne cesse d'augmenter depuis les années 90. Florent Turpin, autour de vous, il y a des gens, il y a des personnes que vous avez rencontrées qui ne sont pas allées voter et qui vous ont expliqué pourquoi. Oui, alors autour de cette table, il y a 7 étudiants en école de commerce et 100% d'entre eux ne sont pas allés voter. C'est plus évidemment que la moyenne nationale. Lonzo, pourquoi vous n'êtes pas allé voter dimanche? Par manque d'intérêt? Pas par manque d'intérêt, mais parce que j'habite, je suis enregistré à Évreux et j'habite à Caen pour mes études. Et je ne suis pas rentré le week-end à Évreux. C'est une bonne explication. Je ne sais pas s'il y en a de bonnes, mais en tout cas, Hugo, vous, c'est clairement par manque d'intérêt, quoi. Tout simplement, je ne me suis pas du tout intéressé aux législatives et j'ai complètement zappé d'aller voter. Pourquoi ce manque d'intérêt? Alors là, parce que je pense à autre chose à faire, je sais pas. Et je me suis pas intéressé, donc je vais pas aller voter pour rien. Et Jade, vous, c'est quoi la raison? Il y a forcément une bonne ou une mauvaise raison? Moi, je suis inscrite à Caen et j'étais dans la Manche en repas de famille, donc j'ai pas pu aller voter. Le repas de famille, quoi. Ouais, c'est l'excuse. Bon, alors, c'est quoi le nom du député de la Manche de la circonscription où vous habitez? Alors, je sais pas. Et pourquoi vous n'avez pas fait de procuration? C'est très simple. Honnêtement, je me rappelais plus qu'il fallait voter. Alors, je vous rappelle à tous qu'il y a un deuxième tour dimanche si ça vous dit de vous rendre aux urnes. Merci à tous. Voilà Émilie, 3 explications de cette abstention assez importante dans la région. Ah oui, merci Florent. Il n'est pas encore trop tard pour faire une procuration. On n'est que mercredi. Anne Jamar, Maxime Le Toupin, ça vous fait rire? Là, ce que vous entendez, sont des étudiants comme vous, ils ont à peu près le même âge. Vous êtes la génération alpha, ceux nés après 2000. Les 18-25 ans, même les 25-34 ans, sont ceux qui vont le moins voter. Vous êtes allé voter? Alors pour ma part, oui. Mais en effet, c'est une constatation qu'on peut faire depuis de nombreuses élections civiles. C'est pas récent, mais si je puis dire de manière générale, pour tenter d'expliquer cette fracture aussi, ce désintérêt de la politique actuelle, c'est tout simplement parce qu'on a l'impression parfois que cette politique ne s'intéresse pas à la jeunesse. Et donc,
en contrepartie, cette jeunesse ne va pas forcément s'intéresser à la politique, même s'il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on voit que cet intérêt ne se reflète pas dans les votes que cette jeunesse ne s'engage pas. Vous avez pu le montrer auparavant qu'elle s'engage différemment, plus en mettant justement en intégrant des associations ou en prenant part à la mise en place de projets pour montrer justement ce mécontentement. Vous croyez à l'engagement individuel, mais vous ne faites pas obligatoirement confiance aux politiques. Anne Jamar. Mais pourtant, vous, au sein de l'association Oxfam, vous les interpellez, les politiques. Exactement. Alors, nous, vous leur dites quoi? Voilà, alors avec Oxfam et Greenpeace, donc de ONG, on a vraiment fait une campagne de mobilisation pour inciter les jeunes à voter, parce que c'est le levier qu'on a actuellement le plus important pour donner sa voix et voter pour ce qu'on a envie. Malheureusement, ça n'a pas marché puisque 52% d'abstention. Donc il y a vraiment un problème de fond. Et là, les pouvoirs publics, il faut qu'ils s'en emparent, puisque si les gens ne votent pas, et notamment les jeunes, c'est comme tu le disais, on n'arrive plus à parler aux jeunes, on n'arrive plus à se comprendre et parler de fracture générationnelle. Là, il y a réellement une fracture générationnelle, puisqu'on ne voit plus l'intérêt d'aller voter. Et pour reprendre la fracture générationnelle, moi je vais plus parler après du réchauffement climatique. On sait que là, il faut voter pour essayer de voter pour des lois climatiques, etc. Et on ne le fait pas. Parce qu'on n'arrive pas que notre contestation sur le réchauffement climatique est entendue. Ça fait 5 ans qu'il a même plus que ça, qui n'est pas forcément entendu, et donc ce qui fait qu'on ne vote plus. Après, dans le programme des politiques, effectivement, il y avait des chapitres sur la jeunesse, mais il faut dire que cette campagne a quand même été phagocytée par la guerre en Ukraine et la thématique du pouvoir d'achat. Mais ce qui fait, on a très peu parlé de la jeunesse. On va regarder les résultats en Normandie un peu plus attentivement avec cette carte sur les 28 circonscriptions normandes. Il y a 10 circonscriptions où le Rassemblement national sera au deuxième tour, 8 circonscriptions où le RN est même arrivé en tête, notamment les 5 circonscriptions de l'Eure, 2 en Seine-Maritime, 1 dans le Calvados. Et la NUP, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, est en tête dans 8 circonscriptions sur 28. Quand on regarde les résultats par pourcentage, Ensemble la République en marche arrive en tête avec 27% des voix, suivi de très près par la NUP, presque 26%, puis le Rassemblement national à 22,2%. 3 partis qui se partagent 3/4 des suffrages exprimés. À tous, que pensez-vous de ces résultats? Élise Auters, vous avez commencé à y répondre un peu tout à l'heure. Vous avez dit être surprise par des choix faits par vos salariés. Alors oui, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les gens ont besoin d'aller chercher des solutions un peu extrêmes, parce qu'à force de ne pas être entendus, je l'ai entendu, ça a été verbalisé de cette façon-là, et ben tant pis, je vais aller voter pour tel candidat, parce que peut-être que ça changera les choses enfin. Les gens ont besoin que ça change. Et aujourd'hui, les gouvernements succèdent, et je pense que les citoyens font le constat que rien ne change, rien d'envergure. On a besoin d'une transition forte, notamment sur le sujet de l'environnement, qui est fondamentale et qui est loin d'être une priorité pour beaucoup de politiques. Et puis ce que je voudrais rajouter sur les législatives, c'est que les législatives, on vote quand même pour des gens de proximité. Mais ce sont des députés de la République. Ce sont des députés de la République, mais on vote pour des gens qui représentent notre territoire. Donc des gens qui nous connaissent. Qui connaissent les spécificités de notre économie territoriale, de notre agriculture, de notre industrie. Et on veut que ces gens-là incarnent cette fonction et nous représentent. Il y a un devoir de représentativité qui est fort. Et on a l'impression qu'on nous a un petit peu propulsé des gens à la tête de partis. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je vote pour quelqu'un ou est-ce que je vote pour un parti ? Et est-ce que j'ai une démarche vraiment politique ou est-ce que je vote pour un citoyen qui va me représenter ? Et on est tous un peu perdus. Moi-même, je le suis. Philippe Chanial, en fait, l'offre politique s'est mise en conformité avec les clivages économiques et sociaux. On le fait de la poule, de savoir dans quel sens ça fonctionne. C'est vrai que la tripartition que vous avez rappelée, et donc les 3 blocs, les 3 tiers en quelque sorte, qui ne sont pas véritablement des tiers, les 3/4, constituent une illustration de ce que vous avez nommé fragmentation, avec quelques petites lois sociologiques. Je ne vais pas faire mon sociologue de service, c'est comme pour l'abstention. On sait que les jeunes votent moins que les personnes plus âgées, on sait que les catégories populaires votent moins que les catégories supérieures, c'est des choses que l'on retrouve et d'une façon accusée. C'est plutôt ça qui est effectivement inquiétant. Pour les 3 groupes que j'ai rappelés, on retrouve aussi des différences sociologiques fortes en termes de génération, avec quand même ce qui s'est joué à gauche en tous les cas, avec une mobilisation nouvelle, insuffisante et surtout aux législatives, mais qui était plus forte aux présidentielles, justement d'un électorat jeune et aussi d'un électorat populaire. Donc il y a des effets de politisation qui sont
dans un point de vue avant tout démocratique, qui participent, qui sont tout à fait positifs. C'est pour ça que la mise au même niveau des extrêmes, moi je la partage absolument pas. C'est vraiment un processus, si on essaie de le replacer dans l'histoire, on peut se rappeler c'était qui le programme commun, c'était quoi et sur quel type de programme a été élu François Mitterrand en 1980. Donc il y a des polarisations qui sont assez inévitables. Et ce qui nous manque peut-être, ce serait justement une polarisation proprement républicaine qui permette que s'affrontent des programmes alternatifs, et c'est plus le cas pour tout un ensemble de raisons qui sont de fait inquiétantes. Alors je voudrais qu'on écoute Joël Lamy, c'était un gilet jaune de la première heure, et il y a un an, juste avant les élections départementales et régionales, eh bien, il s'est mobilisé, un rond-point de Mondeville, ils n'étaient pas nombreux, une vingtaine, mais il s'est encore mobilisé parce qu'il voulait se faire entendre auprès des politiques. Je vous propose de l'écouter. On possède en France le plus grand nombre d'élus sur la planète. Il faut virer ces gens-là et prendre le pouvoir. Sans pouvoir, on n'aura rien qu'une mascarade. On connaît ça, la gauche, la droite, on les a eus successivement, ça donne rien. Ça donne rien. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qui a envie de réagir? Yvine Rappeau. Oui. En fait, c'est à la fois une réaction à ça, mais c'est aussi une tentative j'allais dire, de mettre en accusation un peu ce qui se passe, justement ce que font les médias aussi, qui sont aujourd'hui en bonne place pour accompagner aussi un changement. Et en fait, ils devraient l'être, puisqu'ils sont... leur nom même dit bien qu'ils sont à la croisée entre beaucoup de choses, et en l'occurrence les citoyens et les politiques. Et aujourd'hui, force est de constater, mais quel que soit le support, en pleine campagne, là comme nous le sommes actuellement, que ce soit des supports écrits, audiovisuels, vidéo, sonores, images, on croule sous une glose, sous une glose qui commente. Mais c'est incroyable, quoi. On ne fait que commenter le commentaire du commentaire. On ne parle pas des sujets de fond. Donc je ne vois pas comment le citoyen peut être à un moment donné sensible, sentir qu'il y a un enjeu politique qui le concerne, alors qu'il soit jeune, vieux, cadre, ouvrier. Non. Vous le disiez, vous aussi, tout à l'heure, moi aussi, je suis prise dans cette tourmente et dans cet écœurement où j'ai l'impression que les politiques sont totalement hors sol et que les médias jouent ce jeu, leur emboîtent le pas et font tourner à vide des discours qui n'ont plus de sens, ni de sens tout court, ni de sens politique. Emmanuel Maupu. C'est vrai qu'on en ressent une grande défiance et l'impression de ne plus être représenté par ces élus. Donc quel est l'intérêt de voter? C'est ce que moi j'entends dans mon cabinet. Quel est l'intérêt de voter pour un élu qui ne va pas nous représenter? Il y a de plus en plus cette défiance. Et je vous rejoins sur cette information qui nous arrive. Énormément d'informations contradictoires. Après 2 ans, on a été submergé d'informations. Ordre contre ordre. Ordre contre ordre. Avis, et on a un accès à l'information et à plein d'avis divers et variés par les médias, par les réseaux sociaux, et les gens ne savent plus où est le savoir. Alors, moi, je fais juste un parallèle. Ouais. On le voit très bien dans notre métier, où les gens viennent nous voir parce qu'ils vont chercher le savoir sur Internet, et en fait, on a de la chance de pouvoir être l'arbitre. Mais je ne sais pas si pour les médias, il existe un arbitre. Alors justement, vous faites la transition vers les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je voulais aborder également dans cette émission. Ils nous ont transformés depuis 20 ans. On a le sentiment d'être super informés, vous le dites. Les gens, quand ils ont une pathologie, ils vont regarder sur Internet, ils viennent vous voir. Mais avec notre téléphone, on se sent un peu tout puissant. On accède à tout. On peut pousser son coup de gueule tout en étant relativement masqué. Ça a changé quand même notre relation. On est devenu un peu tyrannique finalement. Vous en avez souffert dans votre cabinet, Emmanuel Maupu, pendant la crise Covid? C'est ce que je vous disais. Normalement, les gens, ils arrivent avec pour qu'on soit l'arbitre. En tant que médecin, on est l'arbitre parce qu'ils accèdent à un savoir qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et je ne veux pas faire mon prétentieux, mais ils nous demandent un arbitre parce qu'ils voient tout
ils retiennent que les choses graves, ce qui est tout à fait normal. Et oui, on voit des gens on l'a vu avec les antivax, qui ont des idées préconçues parce qu'ils l'ont lu sur Internet. Et ça devait être extrêmement compliqué pour vous. Voilà, et il y a eu beaucoup de polémiques chez les médecins aussi, parce qu'on s'est retrouvé devant une crise, devant quelque chose de tout nouveau à gérer et qu'on a dû improviser. Voilà. Alors on parlait des réseaux sociaux, je crois que Florent Turpin était avec Emma et Juliette, 2 jeunes femmes. Oui, cette génération n'a connu que ça, les réseaux sociaux. Exactement, génération digitale native, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Juliette, toi tu me disais que tu étais clairement accro aux réseaux sociaux, c'est même un problème parfois au niveau de la famille. Je sais pas si je suis accro, mais je pense que ça crée des problèmes entre mes parents et moi parce qu'ils disent que je suis trop sur mon téléphone. Et à partir du moment où je suis trop sur mon téléphone, je suis pas dans mes mails, je suis vraiment sur les réseaux sociaux. Du coup, je pense que c'est un problème, oui. Et ça crée des problèmes entre mes parents et moi. Des tensions, mais tu le comprends que ça peut être un problème. Qu'est-ce que tes parents te reprochent par exemple? Ils me reprochent de trop être sur mon téléphone, ils me reprochent que mon image soit transparente en vrai, mais qu'elle soit peut-être une autre image de moi sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça leur pose problème et forcément, ils n'ont pas accès à tout, ils peuvent pas tout voir. Après, je suis majeure, donc ils peuvent pas aller fouiller dans mon téléphone. Mais du coup, je pense que oui, ça peut être un petit moyen de tension chez nous, le téléphone. Emma, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends qu'il faut parfois être méfiant par rapport à ces réseaux sociaux? Alors oui, moi je suis de plus en plus méfiante. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les réseaux sociaux, mais en grandissant, je me suis rendu compte de l'aspect toxique des réseaux sociaux. Et il y a une certaine pudeur qui s'est installée. Je préfère être avec mes amis, profiter de l'instant présent. Et en fait, je me rends compte que l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout celle qui reflète la vérité. Donc je prends de la distance par rapport aux réseaux sociaux en ce moment. Merci beaucoup. Voilà, Émilie. Merci. Oui, elle prend de la distance. Est-ce que le problème des réseaux sociaux, c'est pas le fait que finalement, maintenant, une opinion n'est plus le résultat vraiment d'une réflexion, mais d'une émotion, puisque on publie son avis en quelques mots, en quelques signes. C'est un tweet, c'est 140 signes, hein, c'est ça. Et c'est un peu une défaite de la pensée par moment. À la fois, c'est génial, on peut échanger tellement de choses, et à la fois, faut penser court. Ça nous rappelle que la démocratie, ce n'est pas simplement le face-à-face de citoyens face à l'État. Il y a des espaces de médiation, notamment les médias, où se construit une opinion publique. C'est effectivement ce que vous avez tenté d'expliquer. Des lieux de discussion publique. Donc là, on est sur une place publique, une sorte d'agora. On peut prendre la parole, discuter, même s'engueuler. Et ça, c'est très bien. Les médias classiques ont joué un rôle important, mais c'était des médias qui pouvaient s'intéresser et en même temps s'adresser à chacun. On peut avoir presque une nostalgie des vieilles chaînes publiques ou même privées d'ailleurs, mais qui s'adressait à toutes et à tous. On connaît également la crise des médias papier, de la presse, etc. Même chose aussi pour la radio. Donc cette démultiplication des médias participe de cette logique de fragmentation qu'on a évoquée à de nombreuses reprises. Donc je pense qu'il faut pouvoir s'en préoccuper. On voit et on peut identifier très vite les dérives type complotistes. On voit les petites sociétés de l'intime qui s'y déploient. Et en même temps, Internet, c'est une source d'information. Et j'imagine pour nos jeunes étudiants, on va leur poser la de façon question. un peu paternaliste, voilà, l'usage que vous en faites d'un point de vue militant dans le cadre associatif, c'est quelque chose d'absolument précieux. Et ça permet aussi de comprendre qu'il y a différentes façons de faire de la politique aussi. On le voit, il y a des différentes formes d'engagement autour de l'engagement associatif qui suppose aussi de mobiliser ce type de réseau. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. Rapidement, Maxime et Anne, vous comprenez que nous, les générations XY ou même les baby-boomers, on ne va pas donner l'âge de tout le monde, mais on soit un peu inquiets de votre utilisation des réseaux sociaux? Oui, je vais apporter mon point de vue aussi, parce que j'ai pu des fois échanger avec mes proches ou ma famille. C'est vrai que nous, on est né là-dedans et comme chaque technologie, dès qu'on est dans celle-ci, on arrive beaucoup mieux à l'utiliser et à appréhender ses tenants et aboutissants qui peuvent parfois être assez compliqués à comprendre pour des personnes d'autres générations. C'est vrai que on les utilise souvent et notamment dans le milieu associatif, ça permet de promouvoir et de mettre en avant nos actions. C'est le bon côté. C'est ça, mais aussi porter nos revendications. Mais c'est vrai que de par l'algorithme de ces applications ou puis même l'utilisation qu'en font certaines personnes, il faut être très méfiant. Je pense que cette méfiance, parfois nous-mêmes, on peut l'avoir parce qu'on a l'habitude de les utiliser, mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué à mettre en place. Il faut que chaque personne ait conscience que forcément, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'on veut faire percevoir notre réalité. Donc c'est à nous après de prendre un prisme pour essayer de mieux percevoir celle-ci et de prêcher le vrai du faux, parce qu'en soi, on peut vraiment poster tout ce qu'on souhaite poster et le faire percevoir de la manière dont on veut le faire percevoir. Anne Jamar, puis après on va parler des solutions, parce qu'on peut aussi
échanger des propositions constructives via les réseaux sociaux? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, pour nous, en tant qu'association, c'est un biais de mobilisation qui est très puissant. Et à la fois, on est quand même enfermé dans une bulle. Et je pense que chaque fragmentation est enfermée via les réseaux sociaux. Donc ça accélère encore plus cette fragmentation. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et je pense qu'il est temps qu'on apprenne vraiment, peut-être même à l'école, à gérer ces réseaux sociaux. Pour éviter cette fragmentation. C'est une piste, c'est une transition toute trouvée pour parler de... Finalement, on a fait un constat un peu sombre, mais pas désespérant. En tout cas, il y a de l'espoir. Comment on fait aujourd'hui pour retrouver de la confiance? Florent Turpin, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont des propositions? Et vous tous, est-ce que vous avez des idées? Quelles sont vos propositions? Qui a envie de commencer? Qui a envie de se lancer? La première des solutions, tout de même, à mon sens, c'est de représenter les idées en tant que politique et de ne pas représenter des personnes, voire un parti. Donc déjà, d'être au contact de la population, de ses difficultés, c'est déjà une première étape. Vous avez l'impression qu'ils sont hors sol? Ce que disait Evelyne Rapeau tout à l'heure. Plusieurs personnes autour de cette table, en tout cas dans cette agora, l'ont évoqué. Je pense que réellement la défiance vient du fait même que le citoyen ou la citoyenne n'est plus écouté, n'est plus écouté dans son quotidien. Alors c'est vrai qu'on parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi un formidable accélérateur de la parole citoyenne. Donc il faut aussi les utiliser pour sensibiliser. Nous le faisons nous au quotidien par rapport à la situation des personnes âgées isolées. Et vous dire simplement que nous avons eu aussi beaucoup de mal à porter, non pas à la porter, mais à apporter la parole des vieux électeurs auprès des politiques. Justement, Solange Dagonneau, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Quelles propositions vous pourriez faire aux hommes politiques qui peut-être regardent cette émission? Il y a le deuxième tour dimanche, donc ils viennent peut-être s'inspirer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux députés là, qui se présentent pour changer votre quotidien et pour construire ce vivre ensemble qui nous est cher? Aux députés, je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, mais j'espère pas, parce que c'est pas parti pour. Alors. Vous allez voter? J'ai voté et je voterai dimanche. Vous avez toujours voté? Tout le temps. Tout le temps. Et votre regard sur ces hommes politiques, il a changé? C'est comme vous disiez, on n'est plus écouté, mais c'est vrai, on n'a plus confiance. Moi, j'ai perdu confiance, mais je vote quand même. Voilà, j'ai changé de couleur et puis voilà. Voilà, mais vous irez voter quand même dimanche, vous irez vous exprimer. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble? Finalement, en préparant cette émission, on s'est dit, c'est un peu sombre tout ce qu'on se dit, mais notre premier réseau social, c'est notre famille, ce sont nos amis. C'est nos relations de travail et c'est aussi ces formidables moments de rassemblement dont on a été privé pendant 2 ans. Mais je pense par exemple à la Coupe du Monde 2018. Bon, c'est vrai, on l'a gagnée, mais quand même, finalement, le tableau n'est pas si noir. Dans ces moments-là, on sait se rassembler, quelles que soient nos différences. Philippe Chagnal. Je pense qu'il faut faire le pari que nous avons déjà des ressources qui nous permettent, et nous le faisons dans les contextes que vous avez rappelés, les contextes les plus ordinaires de notre vie familiale, amicale, de quartier, tout un ensemble de ressources qui marquent combien on a plutôt un appétit d'entrer en relation avec les autres. Il faut sortir, et justement, c'est facile à dire, considérer que dans le modèle, qualifions-le de libéral ou de néolibéral qui est le nôtre, dans la mesure où ce qui est valorisé, c'est la concurrence, ce qui est valorisé, c'est la réussite personnelle, eh bien, il y a en quelque sorte 2 réalités tout à fait conflictuelles. L'expérience des formes de solidarité les plus concrètes, de ce que j'appelle nos généreuses réciprocités, qu'il faut vraiment prendre au sérieux et pas considérer qu'il s'agit d'un sentimentalisme un peu naïf, parce que c'est ça qui fait tenir une société. On la voit même dans la qualité des relations de soins et on peut la voir dans de nombreux secteurs. Mais en tous les cas, considérer qu'on ne part pas de rien, essayer d'identifier les contextes dans lesquels, au lieu de déployer justement ces capacités de générosité, au lieu de déployer ces formes de solidarité, nous nous voyons contraints d'entrer en concurrence les uns avec les autres. Et sur des enjeux comme ceux de l'environnement dont vous allez peut-être reparler, c'est fini, ou même il est déjà trop tard en quelque sorte. Donc on a besoin de pouvoir défendre tout un ensemble de causes. Et pour cela, oui, il y a d'autres façons de faire la politique qui se sont déployées, et heureusement, justement, pour développer
porter des causes communes, des causes globales, comme celle de l'environnement, mais ça peut être celle aussi de la grande pauvreté, pour lesquelles on dispose, me semble-t-il, d'un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avancer, mais dans un contexte qui, d'un point de vue économique ou autre, n'est pas un contexte favorable. Ce qui en fait une question fortement, étroitement politique. Philippe Guérard, je me souviens qu'il y a un an à peu près, ou ça devait être à l'été dernier, dans les rues de Caen, il y a eu une manifestation pour montrer que la santé mentale, c'était important, et des gens étaient venus témoigner, avaient fait des spectacles, il me semble, jouer de la musique. Ça, c'est important aussi qu'on vous voit. Ouais. C'est aujourd'hui aussi notre manière de montrer que la rue elle peut être envahie autrement qu'à travers la violence et les voitures brûlées. Savoir qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est quand même l'invisible de la souffrance. Donc, faire une grande fête comme ça et pouvoir exprimer le mal-être des gens à travers la culture, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Samedi dernier encore, nous avons envahi la rue de la mer de Ouistreham dans le cadre de la nuit du handicap, où effectivement il y a eu beaucoup de monde. On n'était pas dans la contestation, on était dans le vivre ensemble. Et moi, je suis toujours attaché à ça. On va aller retrouver Florent Turpin qui est avec 3 jeunes gens et qui ont des propositions à nous faire, Florent. Exactement, Célia, Anthony et Mathilde qui sont étudiants, sauf Anthony qui travaille. Aucun de vous trois n'est allé voter. Anthony, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ayez plus d'implication, peut-être plus confiance en l'avenir, en la politique par exemple? J'ai pas réellement confiance. Après, pour amener les jeunes à voter, on pourrait développer une application qui pourrait nous permettre de voter sur nos smartphones. Parce que nous, les jeunes, à l'heure actuelle, on est quand même énormément dessus. Et je pense que ça pourrait être quelque chose qui nous facilite l'accès à ça. Même si ça reste quand même relativement facile d'aller voter. Mais étant donné qu'on est beaucoup sur nos téléphones, je pense que ça pourrait être sympa de développer ça. Célia, comment toi tu pourrais retrouver confiance en la vie politique, dans les hommes politiques? Qu'est-ce qui fait que t'as pas confiance? Moi, en tant qu'étudiante, je pense que faudrait que ce que proposent les politiques nous concerne un petit peu plus que ce qui est actuellement, parce qu'en tant qu'étudiante, je me sens pas forcément concernée par tout ce qu'ils proposent. Et voilà, après, je suis d'accord avec Anthony. Je pense que si on pouvait voter sur nos téléphones, déjà, ça serait plus simple pour nous. Et voilà. Mathilde, toi, c'est quoi les grandes questions qui t'inquiètent et qui pourraient être des solutions pour que tout aille mieux, que tout le monde se réconcilie? En tant qu'étudiant, du coup, ce serait les aides pour les étudiants, obligatoirement. Après, l'écologie, c'est une grande question de notre monde actuel et il faut qu'on se bouge aussi un petit peu pour ça. Et puis, je vois pas d'autres... C'est déjà pas mal. mal. Merci beaucoup. Merci pour vos idées et vos propositions. Voilà, Émilie. Merci à tous les trois. Dans les idées, les propositions, j'ai envie d'évoquer aussi cette solidarité formidable qui est encore très présente avec la guerre en Ukraine. 70 000 Ukrainiens accueillis en France, plusieurs centaines en Normandie. On a presque été surpris de voir, après 2 ans de Covid, après 2 ans de repli sur soi, à quel point les gens pouvaient donner. Est-ce que ça vous a interpellé, Lise Otters? Alors moi, non, ça ne m'interpelle pas parce que c'est symptomatique de notre société. On a besoin de donner du sens à nos vies. Et quand on aide quelqu'un, on donne du sens. Et je pense que là, c'est ce qui nous fait nous lever le matin finalement. Et c'est peut-être ce que notre société elle a perdu à travers le Covid, parce que le télétravail nous a éloignés de la société, du contact des gens. Et on est des êtres humains, on a besoin d'être au contact les uns les autres. On est heureux d'être ensemble, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et je pense que quand on a toujours une catastrophe, ce soit des inondations majeures, même localement, on sent qu'il y a toujours un élan solidaire des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est intact. Et ce qui se passe avec l'Ukraine témoigne que notre société, elle n'a pas reculé sur la capacité qu'elle a à se mobiliser pour des sujets importants. En revanche, on fait quand même le constat que sur le sujet de la transition environnementale, on a un petit peu plus de mal à se mobiliser parce que c'est un sujet qui est moins flagrant et qui est beaucoup plus vicieux et qu'on voit nettement moins. Les gens, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais j'ai envie de dire que les gens sont aussi en demande de sens. Ils ont besoin de pouvoir d'achat et de sens, et peut-être que ça, il faut un peu plus le répéter. Raymond Poinard. Oui, tout à fait. Pour dire aussi qu'en fin de compte, la solidarité intergénérationnelle de proximité, elle existe.
en fin de compte, elle existe au niveau de la rue, du quartier, du village. Et il faut des événements internationaux pour se dire, bah oui, c'est sur notre territoire, on a des gens qui font le bien, qui pensent à remettre l'humain au cœur, au centre de la réalité. Et ça, c'est important aussi de valoriser cette solidarité de proximité. Elle ne l'est pas assez. Je dirais même que les députés ne sont peut-être pas suffisamment, regardants sur cette solidarité de proximité. Emmanuel Maupu. Nous, c'est ce qu'on voit sur les territoires et les différents témoignages de médecins partout en France. Il y a beaucoup d'initiatives locales dans le monde de la santé, mais dans le monde global, localement. Et je pense que l'engagement localement, il y a beaucoup de Français qui sont prêts à se lancer dedans. Je sais qu'une des ressources pour le monde de la santé, c'est aussi l'organisation locale. D'ailleurs, les propositions de MG France pour lutter contre la désertification médicale, ces propositions, elles partent du terrain. Effectivement, on connaît notre territoire. On sait quelles sont les forces qui sont en présence, quelles sont les problématiques de notre territoire. On a des territoires très variés. Rien qu'entre Honfleur et Caen, c'est des territoires très variés. On a cette chance d'avoir cette connaissance du territoire, du milieu associatif. Et grâce à l'engagement, et nous, on a besoin de moyens pour concrétiser tout ça. En organisant encore mieux notre système de soins, on peut arriver à passer ce virage difficile pour le milieu de la santé, mais pour la société. Et je pense que localement en France, il y a plein de bonnes énergies dans ce pays. Philippe Chanial. Ça donne envie de dire un mot qui n'a pas de prétention à la synthèse, mais ce que l'on a vu par rapport aux politiques, on a été assez sévère avec nos pauvres politiques, parfois avec de bonnes raisons, mais c'est que dans une certaine mesure, c'est un modèle de démocratie très très vertical, basé sur l'élection, qui entre en crise, et qu'il y a une pulsion à faire du politique, pourrait-on dire, qui se trouve davantage dans des espaces plus locaux, dans des formes d'engagement qui ont un trait ou un rapport plus direct avec la vie quotidienne, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'était l'argument que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les forces productives, on les a, la solidarité, etc., on les a. Mais simplement, il ne faut pas les laisser en jachère, il ne faut pas lutter contre elles. On a évoqué l'Ukraine, mais il y a beaucoup d'autres migrants aussi, on est proche d'Ouistreham, donc des formes d'engagement dans lesquelles on baigne dans le don entre proches, au sein de la famille, au sein des amis, mais comment faire en sorte pour que ce don entre proches puisse s'ouvrir au don à des étrangers, pas simplement en termes de nationalité, mais à des gens qu'on ne connaît pas, par exemple. Et comment on peut favoriser ça? La question de la pauvreté, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment on s'engage. La sécurité sociale, c'est ça. On fait partie d'une même communauté et donc on va cotiser. Je suis jamais malade, je cotise tout le temps. Je perds, c'est pas une bonne chose. Non, on constitue une communauté en ce sens-là, par cette capacité justement à donner à des proches, à donner à d'autres. Et pour ça, on a besoin d'institutions. Évidemment qu'on a besoin d'institutions. On a besoin de l'État aussi. Donc, ce qu'on a vu aussi, cet équilibre. Voilà, et même par rapport à la dimension strictement représentative, l'appétit de démocratie participative, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais c'est bien antérieur, il est vraiment très très vif, et il permet aussi de mettre en œuvre de nouvelles formes d'économie, sur l'économie sociale et solidaire. Il y a de multiples initiatives, il y a des associations partout, simplement elles ne se fédèrent jamais. Elles n'ont pas de poids politique reconnu, elles sont utilisées à un moment ou à un autre par tel ou tel groupe. Et je crois qu'une déclaration à la fois d'interdépendance, parce que nous sommes tous interdépendants. On a besoin des autres. On a besoin des autres et on a besoin de s'organiser pour ça, doit être affirmée dans des relations d'une moindre dépendance et d'une plus grande coopération avec les institutions publiques. Maxime Le Toupin, l'Agoré, cette épicerie sociale et solidaire qui a été créée en 2014, si mes souvenirs sont bons. Vous auriez aimé la développer ou vous avez échangé avec d'autres associations qui étaient intéressées par cette épicerie sociale? Comment la développer? Vous êtes resté dans votre coin? Non, mais alors voilà, vous parliez d'économie sociale et solidaire. À la base, l'Agoré, c'est un projet national créé par la FAGE qui a pour but de s'implanter sur pas mal de territoires. Une association d'étudiants, un syndicat étudiant. Fédération de fédérations. Donc, il y a actuellement plus d'une trentaine d'Agoré en France qui justement travaillent entre elles pour permettre de lutter contre la précarité étudiante qui touche la jeunesse et le monde étudiant au quotidien. On travaille avec beaucoup d'acteurs et actrices locaux. Justement, on essaye de développer cette implantation pour, de prime abord, être reconnu et aussi développer ses compétences et faire en sorte d'être reconnu, d'apporter un petit peu cette dimension, j'aime pas forcément le terme politique, mais de montrer aussi qu'on fait ça pour lutter contre la précarité étudiante, mais qu'également il y a des
des choses à mettre en place pour justement pallier ce souci. Donc on a pu travailler avec de nombreux acteurs locaux, que ce soit la banque alimentaire ou de nombreux supermarchés ou également des institutionnels pour faire reconnaître ce souci et développer et faire en sorte que, qu'il n'y ait pas juste cette action isolée, mais qu'elle ait un réel poids et qu'il y ait une collaboration avec également d'autres épiceries par exemple qu'on a pu faire pendant les différents confinements. Alors à l'université de Caen, il y a aussi des étudiants qui vous rendent visite, Solange Dagono. C'est ça? Vous m'avez confié que vous receviez depuis 2 ans des jeunes étudiants d'unicité. Comment ça se passe? Expliquez-moi. Très bien, très bien. Ils viennent vous voir toutes les semaines? Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec vous? Oui, régulièrement. Moi, chez moi, ils passent le matin de 10h30 à midi. Voilà, on s'occupe. Si c'est quand c'est l'hiver, on ne peut pas aller dehors. On fait des jeux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux jeunes? Qu'ils prennent confiance quand même, quoi, parce que j'ai une petite femme de ménage qui a travaillé dans des hôpitaux à Saint-Lô dans la Manche. Et elle est un peu perturbée et puis je sens que, elle va pas bien, quoi. Mais vous pensez quoi des jeunes aujourd'hui? Quand on s'est entretenu pour préparer cette émission, vous avez dit il faut peut-être qu'ils ne nous oublient pas. Oui, mais moi j'ai une vie différente. C'est difficile de comparer avec la vie étudiante. Hein. Vous savez, par le passé, il y a à peu près 80 ans, j'ai travaillé dès 9 ans et demi. Alors, vous voyez... Mais ça vous fait du bien de voir ces jeunes qui vous rendent visite et ça vous permet aussi... du bien, puis ils sont très posés, ils sont très gentils. Quand ce matin, on a été se promener, voilà. Mais là, ils terminent leur année. Alors, Monsieur Panhard, Raymond, m'a enseigné une autre personne pour la semaine prochaine. Alors, tout l'été, j'aurai quelqu'un. Et merci les petits frères. Merci les petits frères. Voilà un peu de pub. Oui, oui. Juste discuter avec Solange, là, un petit aparté, et qui me disait que pendant le confinement, aucun de ses voisins n'est venu frapper à sa porte. Aucun. Personne. Aucun. Personne. J'étais même étonnée parce que j'ai dit on peut mourir et on s'en aperçoit pas, quoi. Et c'est pour ça que je voulais... C'est indifférent. Et c'est pour ça que je voudrais saluer quand même tous ces engagements citoyens, les jeunes, les services civiques, le service national universel. Je crois que de tout temps, les générations se sont entraidées. Voilà. Oui. Et donc il faut redonner un peu ce sens entre les générations. Je viens vous voir Yvine Rappeau, mais d'abord il y a Florent Turpin qui est avec 3 étudiants, je pense. Exactement, Noémie, Rose et Nicolas. Et on a demandé à ces 3 étudiants en droit la dernière fois qu'ils avaient été fiers d'appartenir d'être français, d'appartenir à un groupe. Noémie, c'est quoi, toi, ta dernière fierté? Moi, je dirais c'est à chaque fois que je vais à la pharmacie et que j'ai pas besoin de payer parce que mes médicaments sont remboursés. C'est quand même une fierté d'être française et d'avoir un accès aussi facile aux soins. Et franchement, ça me fait super plaisir, surtout quand on voit dans d'autres pays, je ne viserai pas les États-Unis en particulier, mais d'autres pays dans ce style, ça fait vraiment plaisir. Nicolas, toi, la dernière fois que tu as été fier d'être français, c'était quand? Franchement, moi je dirais c'est lors de l'annonce de la guerre en Ukraine, avec la réponse de l'État français et puis la réactivité. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve qu'on a vraiment bien réagi, on a aidé, on n'a pas été trop loin et on était au devant de la scène, donc ça fait plaisir de voir qu'on est un pays actif aujourd'hui. J'aime bien. Et toi Rose, c'est plus sportif je crois? Oui, moi c'était à la Coupe du Monde. J'ai l'impression que c'est un peu la seule fois dans des événements comme ça qu'on voit les Français unis. Et voilà, c'est pour ça que ça me rend fière, sinon le reste du temps je suis pas super fière. Voilà, il me dit du foot, de la diplomatie et de la santé, c'est pas mal comme programme. Oui, c'est pas mal. Je pense aussi, dernières images que j'ai en tête, c'est Orelsan, notre rappeur canet dont on est si fier et qui a participé au carnaval étudiant. Ça faisait vraiment plaisir de voir ces images dans les rues de Caen. Yvine Rappeau, vous vouliez venir en complément? Je voulais juste rajouter, puisqu'on est dans le volet réponse, solution, etc., après ces constats assez terribles qu'on fait sur notre société. Donc bien sûr, justement, il y a cette formidable richesse qui a été évoquée par les uns et les autres et représentée ici par les uns et les autres, qui résulte des engagements militants, des réseaux associatifs, etc., qui sont
de toute façon porteurs d'une dimension politique, porteurs de valeurs, etc. Mais je crois que, comme vous le disiez, aux côtés de tout ça d'abord, il faut les valoriser, ça on l'a dit aussi, mais je pense que c'est fondamental. Mais c'est une action pour aller dans le sens contraire de celui que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà. Et au lieu de nous déprimer, au contraire, parce que ça donne du courage et de l'énergie. Et l'autre aspect, vous le disiez, on a besoin d'institutions aussi aux côtés de ça. Et je pense à l'éducation nationale. Je pense que l'école, elle est elle-même hors sol aujourd'hui, en tout cas hors du monde. Elle est décrochée, déconnectée des réalités du monde. Et quand on parle d'utilisation des réseaux sociaux, quand on parle de conscience politique, au moins avant de parler de ça, mais de compréhension de ce que c'est que vivre ensemble d'une société. Je sais pas, mais moi quand j'étais petite, c'est un petit peu moins long que Solange, mais quand même c'est pas hier. On était encore de la génération, on avait de l'instruction civique à l'école. Alors il faudra sûrement changer le terme, parce que celui-là, il est peut-être repoussoir. Mais en tout cas, l'éducation aux médias, l'apprentissage et l'utilisation des réseaux sociaux en classe pour apprendre à vivre ensemble, à utiliser ces réseaux sociaux. Enfin, il y a une multitude de choses à faire à l'école, et en plus de réintroduire une relation à l'art et à la culture aussi à l'école à travers les nouveaux outils numériques. Mais quel chantier extraordinaire. Il y a du boulot. Oubliez des politiques. Il y a du boulot. Alors on arrive dans les dernières minutes de cette émission, c'est passé très vite, on a encore plein de choses à se dire. J'aimerais que vous parliez d'un point de vue plus personnel, faire un tour de table pour que vous m'expliquiez tous, l'un après l'autre, quel est votre truc du quotidien, votre geste, votre parole, votre acte qui vous donne le sentiment tous les jours d'apporter votre pierre à la construction de notre monde commun. Qui veut se lancer? Qui est le courageux ou la courageuse qui veut se lancer? Elise Otters. Je ne sais pas si c'est un geste au quotidien, mais je suis quelqu'un d'assez militant sur les sujets qui me tiennent à cœur. Et même si parfois on peut me reprocher d'être celle qui parle trop, je crois qu'on ne parle jamais de trop quand on parle de sujets qui comptent. Moi, je parle beaucoup de la transition environnementale qui me touche beaucoup, mais également de la mixité, de la parité, de la justice sociale. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on est un peu trop discret, je trouve, parce qu'on a peur d'en parler. Et je crois qu'il faut qu'on ose le dire. Donc, c'est plus dans mon quotidien, une espèce de mantra de me dire ne te laisse pas flageller par ces gens qui te disent que tu milites, parce que oui, c'est bien. Emmanuel Maupu. Moi, je pense rien que par ma profession. Oui, j'allais vous le dire. C'est la réponse facile et j'y passe peut-être beaucoup trop de temps dans cette profession en ce moment. 55-60 heures par semaine. Voilà, on est à peu près à ça. J'ai aussi un engagement syndical et on est très attaché aussi dans ce syndicat à défendre ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. On est les généralistes souvent en secteur 1, accessibles, et on essaye de garder cette possibilité d'être accessible. Votre intervenante au micro tout à l'heure disait qu'elle était très fière de la sécurité sociale. On a une grande chance d'avoir un système de santé qui est accessible, au moins au niveau en médecine générale. Il faut, d'après moi, qu'on se batte pour garder ce système et qu'on investisse à hauteur de ce que dit l'OMS pour sauver ce système, parce que c'est comme ça qu'on aura un système égalitaire et efficient. Alors, on n'a plus que 2 minutes. Je fais le tour de table en quelques mots. Philippe Guérard, votre geste du quotidien. Moi, honnêtement, depuis que je suis avec vous, je m'ennuie un peu, je le dis honnêtement, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Je trouve qu'on regarde un peu trop dans le rétroviseur et pas devant nous. La société de demain, c'est quand même la place des jeunes. Et effectivement, comment on organise l'intergénérationnel aujourd'hui et demain, se causer plus, avancer ensemble, faire don du savoir qu'on a. Il n'y a pas des gens qui sachent et les gens qui ne savent rien. On est tous égaux en tant que citoyens. Et puis la politique, un peu moins d'égocentrique, ça ferait du bien. Et un peu moins de carriériste surtout. Le message est passé. Rapidement.
pour qu'on puisse entendre tout le monde. Je viendrai donc sur l'aspect militantisme, voilà, de par l'engagement associatif, on est amené à porter justement cette vision, la position des jeunes. En quelques mots, on n'a plus qu'une minute avant de se quitter. À travers Qu'est-ce que vous différents faites tous acteurs les locaux, jours rencontrer différents acteurs locaux ou mes candidats dans le cadre, par exemple, des élections législatives, on a pu porter nos positions et revendications à des candidats qui se présentent notamment au second tour de ce dimanche. Anne Jamar, très rapidement, qu'on puisse entendre tout le monde. Oui, rapidement. Donc moi, j'ai tourné mes études et mon travail vers l'environnement. Donc tous les jours, ce que je fais, j'ai l'impression d'avoir au moins un geste pour l'environnement. Raymond Panhard. Oui, tout simplement mettre un pas devant l'autre et avoir toujours un pas d'avance pour ne pas se retrouver à devoir gérer les conséquences de ce qui n'a pas été géré avant. Jolie formule, Yvine Rappeau. Oui. Moi, plus prosaïquement, je ne sais pas quel est. Voilà, je ne sais pas quel est le micro qui marche. Oui, moi aussi, c'est mon métier. Mon métier dans le secteur de la culture, qui est un métier d'engagement et de militantisme. Donc, au quotidien, je pense agir en conformité avec mes idées et mes valeurs. Philippe Chanial, il vous reste quelques secondes. Eh bien, moi, j'ai l'impression de faire un peu d'universel. Lorsque je vais devoir vous laisser parce qu'on n'a plus de temps. Et lorsque je lis, j'enseigne. Quand vous, voilà, exactement. Je signale votre ouvrage, Philippe Chanial, Nos généreuses réciprocités. Je remercie tous les 5, tous ceux qui ont participé à cette émission, tous ceux qui ont travaillé et œuvré, et ainsi que Monsieur Louis qui nous a accueillis sur cette place. Très belle soirée sur France 3.